Nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Comme je vous le disais en ouverture de cette tranche tout à l'heure à 18 h avant le JT d'Élise, un BDLB ce soir qui va être marqué par l'actualité cyclonique. Et je rappelle les 3 questions auxquelles nous allons répondre ce soir. Donc on tentera de répondre aux questions suivantes. Était-il nécessaire de déclencher l'alerte 2 en province nord alors que le temps il était relativement calme? Quelles conséquences du coup économiquement pour les hôtels de la province nord? Qui décide de déclencher l'alerte 2? Vous verrez avec qui la sécurité civile et le gouvernement prennent leurs décisions. Alors pour répondre à ces questions, Clémence Losseran, donc avec toi, on va voir entre autres combien coûte le passage d'un phénomène naturel dans le monde. Et on reçoit Laurent Châtenay, directeur général de la compagnie d'investissement, je vais y arriver, touristique, c'est-à-dire la compagnie, la société qui pilote l'exploitation des grands hôtels de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Ce soir, on va parler de l'économie du pays qui est paralysée lorsque nous sommes en alerte 2, mais également en alerte 1. Une question qui se pose après chaque passage de cyclone, est-ce que les alertes, de niveau, que ce soit de niveau 1 et de niveau 2, ont été déclenchées au bon moment? Première réaction, M. Châtenay. Là, en l'occurrence, on peut se poser la question parce qu'effectivement, on est passé en alerte de 2 hier soir. Donc, l'alerte 2, ça veut dire que le cyclone est à proximité et que normalement, il devrait être sur nous dans les 6 heures qui viennent. Il devrait toucher le pays dans les 6 prochaines heures. Voilà. Et donc, on est passé hier soir, je crois que c'était à 19 h. À 19 h, l'alerte 2 en alerte 2 sur la province nord. Et puis, ce matin, les annonces, en tout cas à la radio. À 8 h, on a le communiqué comme quoi l'alerte est levée. Voilà. Pas de période de sauvegarde, parce que d'habitude, il y a une période de sauvegarde qui permet de s'organiser. Donc là, en fait, en catastrophe, on a rappelé nos équipes un petit peu partout, leur dire, écoutez, oui, on travaille, il faut revenir au bureau. Voilà. Et puis, en fait, le cyclone ne nous a pas touchés. Alors, du coup, est-ce que l'alerte 2 a été déclenchée au bon moment, en ce qui concerne la province nord? Écoutez, c'est une question qui revient à chaque passage de cyclone. Au regard des faits, cette fois, non. Mais ensuite, c'est un exercice qui est quand même compliqué. Ouais. Quoique la prévision météorologique en milieu océanographique, c'est compliqué. Oui, voilà. Et puis, on pense toujours à la sécurité des gens. Nous, notamment dans les hôtels, ça nous permet de sécuriser nos clients, ça nous permet de sécuriser nos équipes. Et puis, en matière de sécurité, la tolérance, c'est zéro. Il y a zéro tolérance. Donc, dans ce sens-là, effectivement, il ne faut pas prendre de risques. Après, ce qui est important, je crois, c'est d'avoir une cohérence dans le déroulement des choses. Et une cohérence sur l'ensemble du territoire. Bon, là, c'est facile, les choses sont plus faciles a posteriori. Mais sur le moment, j'imagine que ces décisions ne sont pas toujours simples à prendre. Quand vous parlez de cohérence, M. Châtenay, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une réunion ou une concertation entre les acteurs économiques, partenaires économiques de chaque province et les collectivités. On verra tout à l'heure dans la deuxième partie avec qui les décisions sont prises pour déclencher les alertes des 2 niveaux sur les 3 provinces. Alors, je ne sais pas si la société civile est associée finalement dans cette commission qui prend les décisions. Après, effectivement, il faut avoir des relais sur place. Et j'imagine que la sécurité civile a des relais sur place qu'ils peuvent interroger. Là, on peut simplement se poser la question. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a eu une levée d'alerte sur Pueblo, je crois, et quand on regarde une carte satellitaire du cyclone, de l'emplacement du cyclone à ce moment-là, on constate que le cyclone était à équidistance entre Pueblo et Uvea. Oui. Et l'alerte a été levée sur Pueblo, mais pas sur Uvea. Donc là, il y a peut-être un problème de cohérence, mais après, il y a sans doute des explications techniques à ça. Concernant les grands hôtels de la Nouvelle-Calédonie, on va travailler, on ne va pas travailler. Donc du coup, ça fait le 2e quand même cyclone qui touche le pays en l'espace d'un mois. Oui. Les conséquences économiques sont importantes. J'imagine à quelle hauteur. C'est vrai que sur ces 2 cyclones-là, c'est une perte au total sur l'ensemble de notre groupe hôtelier d'une vingtaine de millions de chiffres d'affaires. Donc c'est vrai que dans la situation économique actuelle, ce n'est pas le bienvenu. Donc ça, c'est l'aspect économique des choses. Après, il y a la gestion des équipes derrière. Il faut gérer les clients. Oui. Certains peuvent rentrer chez eux. Ouais. D'autres restent sur place, donc il faut avoir les équipes pour les gérer. Et ensuite, oui, effectivement, quand il y a un cyclone, les gens, qu'ils soient travailleurs dans les hôtels ou ailleurs, veulent rentrer chez eux, s'occuper de leur famille, etc. Donc il faut gérer ça aussi. Donc c'est pour ça que les décisions qui peuvent être aussi contrastées en si peu de temps ne sont pas simples à gérer sur le terrain.
Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cohérence. Il doit y avoir un déroulé progressif des choses, de la montée en puissance des alertes, tout comme du débouclage de ces alertes. Et ce manque à gagner, là, justement, généré par la venue d'un cyclone, je vous vois sourire, mais je pense que vers qui vous vous tournez, c'est laquelle de porte que vous faites Écoutez, oui, on pourrait faire le parallèle avec les calamités agricoles qui bénéficient d'un certain nombre d'assurances. Sachant que là, c'est différent. On parle de dégâts quand même causés par le cyclone. C'est des dégâts, mais c'est une perte de chiffre d'affaires. Lors du premier cyclone, on a eu des dégâts matériels, qui heureusement ont été couverts par les assurances. Il y a, à ma connaissance, selon les informations que j'ai de nos directeurs concernés, surtout sur la côte Est, parce que c'est la côte Est qui a été la plus touchée cette fois, il n'y a que des dégâts verts. Donc heureusement, pas de dégâts matériels ni humains. Donc c'est un moindre mal. Mais cette perte de chiffre d'affaires, on ne la retrouvera pas. C'est 20 millions qui sont partis dans un contexte économique déjà difficile. Ce sont les intempéries et c'est la faute à... Et là, vous vous retournez aussi vers vos assurances ? Non. Seulement perte de chiffre d'affaires, c'est difficile à... C'est une variable, du coup, que vous budgétisez chaque année, par exemple, pour arriver à prévoir Non, vous savez, c'est difficile. Ça faisait quoi, 10 ans, une dizaine d'années qu'on n'avait pas eu de cyclone. Donc, en fait... 14 ans pour être... Voilà, 14 ans. Donc, pour inscrire ce risque dans un budget, c'est quand même compliqué. Mais il y a ce qu'on appelle une tolérance, une tolérance budgétaire qu'on prévoit toujours, des variations budgétaires. Après, après, il faut redoubler d'efforts commercialement, il faut être imaginatif, proposer de nouvelles promotions pour essayer de faire revenir les gens. En général, c'est difficile tout de suite dans la foulée, parce que les gens ont souvent du nettoyage à faire chez eux, des choses à faire chez eux, et puis ne voyagent pas forcément après pour leur loisir dans la foulée d'un cyclone. Clémence, le passage de ce nouveau cyclone met de nouveau sur la table la question du déclenchement des alertes qui se doit d'être la plus juste possible. C'est ça, mais c'est pas toujours simple. Alors, j'ai trouvé dans la presse un exemple un petit peu radical, on va dire. On en est bien loin ici, mais il y a donc en août dernier une erreur d'alerte qui a mis le Japon en émoi. En fait, c'est l'application officielle de l'agence météorologique japonaise qui a envoyé par erreur une alerte au séisme. Du coup, bon nombre d'habitants de Tokyo ont eu des sueurs froides en apprenant qu'un tremblement de terre particulièrement puissant, d'une magnitude de 9,1 quand même, allait frapper la capitale dans quelques heures. Avant d'être finalement informés que l'alerte avait été lancée par erreur. Donc finalement, les 5 millions d'utilisateurs de l'application s'en sont bien sortis, mais ont quand même eu une sacrée frayeur. Donc là, effectivement, c'était, j'imagine, ce qu'on peut faire de pire. Et puis on n'a encore rien eu de tel ici, mais effectivement, on voit bien que ça a quand même des conséquences extrêmement importantes, que c'est une question qui est loin d'être légère. Entre coups où effectivement on a pu se poser des questions, l'alerte était enclenchée, mais on était encore tous dehors en pensant que tout allait bien. Là, on était en alerte 2 hier avec un calme environnant que personne ne s'expliquait. Sur le coup, tout le monde est rentré 5 heures avant l'arrivée du cyclone. Finalement, on se dit entre les deux, bon, à 19h. Un petit peu comment effectivement faire face. Et vous, particulièrement en tant qu'acteur économique, effectivement, c'est une question qui semble compliquée. Oui, c'est compliqué parce que c'est difficile de faire des prévisions et puis que je vous dis, en matière de sécurité, le risque est zéro. On peut avoir aucune tolérance à l'égard du risque. Donc il vaut mieux, à partir du moment où les alertes sont déclenchées par les gens qui ont cette responsabilité-là, eh bien, il faut se conformer, aux mesures de prudence et de sécurisation des lieux, des personnes, etc. On n'a pas d'autre choix. Effectivement, les conséquences économiques derrière, en termes à la fois financiers et organisationnels, ne sont pas toujours très simples à gérer. Comment vous avez fait du coup pour les employés des hôtels? Alerte 1, alerte 2, tout le monde était déjà rentré. Comment ça s'est passé? Bien oui, on l'a vu dans le JT de Élise avec les explications de Stéphanie Marlier, avec ce communiqué de la CPME qui conseillait aux travailleurs de Nouvelle-Calédonie de rentrer chez eux en alerte 1. Et puis bon, en alerte 2, n'y pensant même pas. Ouais. Donc vous, comment est-ce que... Non, ben, en général, c'est un avantage finalement d'annoncer en fait les horaires à partir desquels on est susceptible de rentrer en alerte supérieure. Donc ça permet de s'organiser. Donc en général, là, quand on est passé en alerte 1, l'ensemble des hôtels concernés ont sécurisé les lieux, ont commencé à informer les clients, faire le tour de l'ensemble des clients pour savoir qui restait,
qui s'en allaient, etc. Et puis s'organiser au niveau des personnels, savoir qui assure le service minimum, parce que quand on a des clients qui restent sur place, eh ben, il faut s'en occuper. Et donc, on essaye de renvoyer le maximum de gens suffisamment à l'avance pour pas qu'ils se fassent, pour qu'ils puissent aussi se préparer chez eux, parce qu'il y a aussi cet aspect des choses. Il n'y a pas que l'hôtel. Ils ont nos employés ont une vie aussi familiale et autres. Et donc, on essaye de devancer les choses. Et comment ça se passe? Ils sont remboursés? Ils récupèrent sous forme de jours congés du fait qu'ils sont venus travailler en situation d'alerte 1, alerte 2? C'est pas décompté. Hein, enfin, c'est comme un jour de travail qui est perdu pour l'entreprise, en fait. Oui, voilà, c'est l'entreprise qui absorbe. Du coup, tout à fait. Et ça rentre dans votre évaluation ensuite des pertes? L'évaluation de la perte, oui, il y a un coût parce que l'hôtel, il a toujours les mêmes charges et il n'a pas, en période de cyclone, pas les mêmes recettes. Donc là, on fait vite la différence. Hein. Il y avait, par exemple, ce soir à Tieti, à Point-Dimy, on n'a pas d'image, mais il était prévu, on devait avoir un taux d'occupation à peu près de pas loin de 60%. Il n'y a plus qu'un client ce soir. Voilà. Un client qui... Et donc, du coup, l'hôtel n'est jamais fermé. Et non, pas tout à fait. L'établissement n'est jamais fermé. Donc, il y a quand même une équipe minimum qui assure. Un mot maintenant sur la situation économique de la province Nord de manière générale. Là, on vient de parler du secteur du tourisme, du secteur hôtelier en l'occurrence. Comment ça se passe au niveau de la mine et l'usine de Vous avez Wavoto? vu les annonces récentes sur la chute des cours du nickel. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Après, je pense que les choses sur KNS continuent à progresser normalement, donc le travail sur le deuxième four, etc. Mais dans ces périodes-là, quand on est en alerte 1 ou en alerte 2, l'usine ferme, il y a une cessation de l'activité, une shutdown, comme on dit. Moi, je ne suis pas de KNS, mais c'est vrai que j'ai une petite expérience dans l'industrie du nickel. Ça, en fait. Ce que je crois savoir, c'est qu'en fait, ils étaient en période de shutdown pour faire de l'entretien. Donc, en fait, déjà, ils avaient des équipes réduites. En fait, ça n'a pas réellement changé les choses pour KNS et je pense qu'il n'y a pas eu de pertes supplémentaires dues au cyclone. Je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve après dans la deuxième partie du BDLB. Donc, on saura qui décide de déclencher l'alerte dans les 3 provinces. C'est juste après la pause. De retour dans la deuxième et dernière partie de BDLB. Bienvenue dans la monde avec Clémence Losserand et Laurent Châtenay, notre invité de ce BDLB. Laurent Châtenay, est-ce qu'il faudrait s'interroger sur la position du curseur entre ne pas paralyser l'économie calédonienne et protéger les Calédoniens? Oui, bien sûr. C'est compliqué à gérer. C'est vrai que c'est très compliqué. Surtout quand il y a des questions relatives à la sécurité des gens. C'est toujours compliqué de fixer le curseur. Mais c'est vrai qu'il faut que tout le monde soit conscient qu'il n'y a pas que des conséquences sécuritaires dans ce genre d'événement. Il y a aussi derrière des impacts économiques. Et c'est vrai que dans la période qu'on traverse, on est particulièrement touché par ces impacts économiques. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même problématique. On évoquait dans la première partie, c'est est-ce que l'alerte a été déclenchée au bon moment? Est-ce qu'elle n'est pas arrivée trop tôt ou trop tard? C'est toujours la même problématique qui revient. Et il faut savoir aussi que le déclenchement de l'alerte 2, c'est une décision qui est prise par le gouvernement et les 3 provinces. On a toujours l'habitude du moins l'opinion publique pense que c'est toujours la sécurité civile ainsi que le gouvernement qui décide. C'est pas le cas, ouais. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, c'est à chaque représentant des 3 provinces je ne sais pas, de peut-être en discuter ou de prendre une décision en fonction des besoins et des impératifs. Ils ont discuté en fonction de leur niveau d'information et de connaissance, donc ils prennent des décisions. Donc je pense que cette décision, elle est toujours prise de façon collégiale. Après, est-ce qu'elle est pertinente? On reste dans de l'humain, en fait, et la marge d'erreur est toujours existante. Donc,
Les pertes financières liées au déclenchement des alertes, à ne pas confondre avec le chiffrage des dégâts occasionnés par le cyclone. C'est bien ça, Clémence? Tout à fait. Donc effectivement, on le voit bien ici. Enfin là, pour Donna, ça ne se posera pas, mais c'est souvent un processus long et laborieux d'arriver à chiffrer effectivement les causes. Et le problème, évidemment, se joue encore plus à l'échelle mondiale. Donc finalement, ça donne lieu à une véritable guerre des chiffres, ce chiffrage. Mais vous allez le voir, quel que soit un petit peu le chiffre retenu, globalement, ça donne le vertige. Donc pour ce qui est de cette année, les Nations Unies évoquaient des pertes de l'ordre de 33 412 milliards de nos francs par an, qui sont imputées donc en général aux catastrophes naturelles dans le monde. La Banque mondiale juge en fait cette estimation trop faible. Pour elle, il s'agit de 57 875 milliards de nos francs. Et c'est le chiffre qu'elle a retenu. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer un petit peu cet écart ? En fait, la Banque mondiale explique que c'est du fait de la prise en compte des dégâts subis par les plus pauvres. Donc effectivement, en général, les plus démunis sont souvent dans des habitations fragiles et dans des zones à risque. Et la perte de leurs biens, comme en général elle n'est pas évaluée par les assurances, ne donne pas lieu vraiment à des estimations chiffrées. Mais finalement, ce sont quand même bien ces populations qui sont le plus impactées en termes de perte de bien-être, pour reprendre le terme de la Banque mondiale. Donc effectivement, quel que soit le chiffre qu'on retienne, on se rend bien compte que cette question aujourd'hui est cruciale à l'échelle mondiale. Donc effectivement, reste la question de savoir comment faire face à ces nouvelles dépenses qu'on peut éventuellement imputer au réchauffement climatique, à une évolution un petit peu négative, et donc de pouvoir prendre en charge au fur et à mesure ces différents coûts colossaux. Il y a un autre chiffre, si je peux me permettre, Clémence, qui a été rappelé récemment lors de la campagne électorale par Nicolas Hulot, la campagne électorale présidentielle. Il disait que tous les ans, il y avait dans le monde 30 millions de réfugiés climatiques. Ouais, donc c'est colossal. C'est-à-dire 30 millions de gens qui sont délogés et qui ont besoin de se reloger quelque part. En l'espace de 3 semaines, je le disais tout à l'heure, c'est le deuxième cyclone qui touche le pays. Est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions sur la volonté des touristes de venir ici en Nouvelle-Calédonie ? Bon, écoutez, on n'espère pas. On a déjà pas mal de contraintes. Vous allez lancer une campagne et de difficultés. Vous allez lancer des spots publicitaires. On espère que le temps va vite se remettre au beau et que les touristes auront envie de venir nous voir, parce que sinon, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des clients qui vous appellent pour des réservations et qui vous disent « Ouais, on aimerait bien venir, mais on a peur des cyclones en Nouvelle-Calédonie ». Oui, ça arrive. Il y a certaines zones où, effectivement, il y a des annulations en raison des conditions climatiques. C'est arrivé notamment dans le passé avec des escales croisiéristes sur la côte Est, où effectivement le niveau d'annulation pour raison climatique était tellement important que la compagnie a décidé de suspendre son escale. Je vais vous embêter, mais vous avez des chiffres pour estimer un peu la perte. La perte des hôtels ? Oui. Là, aujourd'hui, au mieux de nos estimations, on estime que c'est environ un manque à gagner de 20 millions de chiffre d'affaires. Sur l'ensemble des hôtels, Oui, sur l'ensemble des hôtels. Ça, c'est simplement de chiffre d'affaires. La perte va être plus importante parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la perte de revenus ne nous permet pas de réduire les coûts. C'est sur les 2 jours. Le fonctionnement continue. Oui, sur les 2 jours et sur l'ensemble des hôtels. Impactés par les cyclones. Oui. OK. En fait, toute la Nouvelle-Calédonie a été impactée par le cyclone. Oui, en fait, il a fallu qu'on prenne des dispositions un peu partout. Et puis les gens, en général, soit ils rentrent chez eux, les touristes étrangers restent sur place quand ils n'ont pas le choix. Mais pour les Calédoniens, en général, ils rentrent chez eux. Qu'en est-il de la situation touristique en province nord ? Elle est compliquée. Oui. Elle est compliquée. C'est vrai que pour nous, les problèmes d'accès sont très importants. Alors quand je parle de l'accès, je parle de l'accès aérien, je parle de l'accès terrestre, routier, etc. Les transports ne sont pas bien organisés sur la province nord. Donc c'est une difficulté au développement touristique de la province. Ensuite, on est dans un contexte économique global qui est aujourd'hui assez difficile. C'est vrai que dans cette période de l'année, il y a eu les grandes vacances, il y a eu la rentrée scolaire. Les Calédoniens ont récemment fait les calculs de leurs futurs impôts. Et donc, du coup, ils ont plutôt tendance à vouloir se serrer un petit peu plus la ceinture. Ensuite, on a eu, nous, une nouvelle concurrence avec Guarodeva qui agit un petit peu comme péage vers le nord, qui arrête beaucoup de clients qui venaient avant dans le nord.
Donc effectivement, la situation touristique en ce moment en Province-Nord est assez complexe. Et du coup, c'est une clientèle essentiellement calédonienne ou... Oui, nous, sur nos hôtels du Nord, hein, c'est essentiellement une clientèle calédonienne. Ce sont des gens qui connaissent les hôtels, qui reviennent. Une clientèle métropolitaine aussi, qui vient affinitaire, en fait, hein, qui vient faire le tour de l'île. Aujourd'hui, sur les hôtels de la Province-Nord, on peut considérer qu'on a à peu près seulement 10% de clientèle étrangère. C'est un peu plus sur Nouméa. Mais sur les hôtels de la Province-Nord, c'est 10% au maximum. Imaginons là, M. Châtenay, qu'il y a un cyclone qui revient dans 3 semaines. Comment est-ce que vous allez faire? Là, le gouvernement sera obligé de créer un ministre des sinistrés des cyclones. Oui, le ministre, il n'arrêtera pas les cyclones, malheureusement. Mais au moins débloquer peut-être un petit budget. Enfin, là, je dis ça en rigolant, mais... Ouais, je pense que la Nouvelle-Calédonie a aussi d'autres problématiques, d'autres priorités. Et puis, écoutez, on va gérer au mieux toutes ces difficultés, essayer de devancer les choses. Et puis ensuite, redoubler d'imagination pour faire des offres promotionnelles, pour proposer des choses à nos clients, pour leur donner envie de venir dans nos hôtels. Est-ce que l'État va aider le service hôtelier comme elle le fait avec les agriculteurs? À ma connaissance, il n'est pas prévu de les solliciter, puis ça ne relève pas de leurs compétences. En fait, la compétence du développement économique, c'est une compétence provinciale. Donc pas de demande. Mais la Province-Nord nous aide déjà beaucoup en tant que groupe hôtelier en Province-Nord. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, mais malheureusement, il faut qu'on gère au mieux ce genre de situation. Vous n'avez pas l'intention de vous constituer en fédération, puis parler d'une seule voix, et puis frapper à la porte de l'État Pas pour aller tendre la main et quémander. On va plutôt continuer à travailler, continuer à essayer, comme je vous le disais, d'être imaginatif, de proposer des choses. Notre principal rôle, c'est d'essayer de séduire nos clients, essayer de les faire venir dans nos hôtels, leur proposer des activités, leur proposer de la restauration locale. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Je vous demande si jamais il y a un autre cyclone qui arrive, parce que là, ça fait le 2e cyclone qui arrive, et puis ça fait la 2e fois que notre ami Joe Star annonce qu'il va arriver en Nouvelle-Calédonie. Oui, hasard ou coïncidence, effectivement, on ne s'est pas empêché de le relever. Effectivement, il aurait dû arriver une première fois début avril. Cook l'a repoussé. Aujourd'hui, il doit effectivement arriver pour faire des dates à Nouméa et de nouveau... Voilà Donna, cette fois-ci, qui est sur sa route. Alors, ceci dit, on apprenait aujourd'hui sur la page Facebook des organisateurs qu'il était bien arrivé à Tokyo et que donc, a priori, son vol pour Nouméa n'était pas déprogrammé. Donc, a priori, tout va bien. Vous pouvez le retrouver dès demain en concert à la Bodega, à Nouméa. Demain? Voilà. Il y a 3 dates de concert et la première, c'est demain. Il doit venir dans le Nord après, non? Alors, je ne crois pas. Normalement, c'est 3 dates à Nouméa, cette fois-ci. D'accord. Vous aimez Joe Star? Vous le suivez un peu? J'en ai entendu parler. Vous avez entendu parler. On regarde un extrait. Allons-y. Allez, regardez l'extrait de Joe Star. Quand je rentre dans l'arène, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le fil me mène. Je suis impérieux et je suis prêt. La démesure bien huilée, la masse criminelle. Je suis porté, transporté. Tu ne cesses d'exister. Tu ne peux que capituler. Tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Et je rentre dans l'arène, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes. C'est comme mon ADN. Parlez, pleurez, criez, guerriers, clèves en main dans l'arène. Nous sommes des seigneurs, portés par le pouvoir. Pire qu'un gladiateur, dans l'arène, nous sommes les seigneurs. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés. Je suis marqué au fer, c'est comme si je touchais plus terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble les foules. C'est comme si le monde était en feu, comme mon 9-3 déboule. J'assure les arrières, pas de décrépitude. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. L'arène se chute dessus, les MC se chute dessus. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. L'arène se chute dessus, les MC se chute dessus. Parlez, pleurez, criez, guerriers, clèves en main dans l'arène. Nous sommes des seigneurs, portés par le pouvoir. Pire qu'un gladiateur, dans l'arène, nous sommes les seigneurs. Je me sens comme un dieu maintenant, j'ai les 2 pieds dans l'arène maintenant. Jeune titan bipolaire, pareil pour la guerre et pire maintenant. Laisse du sang, des larmes et des ruines derrière nous.
formé par la foule. Là-bas, ouais, je suis dans l'arène. Comme un dieu qui s'amène, le ciel guide mes gestes, les enfers nous mènent. La force est calme et sereine, mon son règne, domine. Je suis un seigneur, je marche plus, je l'évite. Par les bleus, les gris, les guerriers, clèves en main dans l'arène, nous sommes des seigneurs, portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur. Dans l'arène, nous sommes les seigneurs. Par les bleus, les gris, les guerriers, clèves en main dans l'arène, nous sommes des seigneurs, portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur. Dans l'arène, nous sommes les seigneurs. Dans l'arène, Emporté par la foule, dans l'arène, nous sommes les seigneurs. Ah, quel bon moment de BDLB. On parle de Cyclone et juste après, on est avec Joey Star et Edith Piaf. Encore plus dégoûtant que Donna. Plus Edith Piaf ou Joey Star? Franchement, Joey Star. Joey Star. Ok, voilà. Plus Edith Piaf en ce qui me concerne. Non, oui, non. Une version moderne d'Edith Piaf. Les dates, enfin, du moins, c'est. Joey Alors, Star, en on tous le les retrouve cas, demain. voilà, cette Ok. tornade du hip-hop français sera là demain à la Bodega, à Nouméa. Demain à la Bodega, si toutes les alertes sont S'il toutefois est effectivement levées. bien Voilà, en c'est vol. ce qui me donne l'occasion de pouvoir rappeler, avant de se quitter, la trajectoire du cyclone Donna. Donc Donna va continuer de s'affaiblir au cours des prochaines heures et devrait suivre une trajectoire vers le sud-est. Donna devrait passer au nord de l'Ifou en tant que dépression tropicale forte ce soir, puis passer à proximité de Marée en tant que dépression tropicale modérée demain matin. Donna continue ensuite sa route à l'est de l'île des Pins avant de s'évacuer définitivement vers le sud-est en tant que dépression extra-tropicale. Rappelez quand même les communes qui sont concernées par l'alerte de niveau 2. L'alerte cyclonique de niveau 2 est maintenue aujourd'hui sur les communes de Wailou, Kouawa, Kanala, Tio, Yaté, Ouvea, Lifou et Maré. L'alerte cyclonique de niveau 1 est maintenue sur les communes de Boulou-Paris, Païta, Dimbéa, Nouméa, Mandor, ainsi que sur l'île des Pins. L'ensemble des alertes sera levé ce mardi. Aujourd'hui donc à 18h sur les communes de La Foi, Saramea, Farino, Moindou, Bouraï en province sud et en ce qui concerne la province nord, Yinguentou, Poindimé et Ponériouin. Voilà des communes, enfin les informations que vous avez pu écouter, découvrir tout à l'heure dans le JT de Élise. Nous arrivons au terme, chers amis, de cette édition, de ce BDLB. On a pu parler de Donna, on a pu parler de Joey Star. Merci Laurent Châtenay d'avoir accepté cette invitation. Et puis écoutez, on espère qu'il n'y aura pas de cyclone qui va venir dans les prochains jours pour venir impacter le développement économique de la province et des hôtels, les grands hôtels de Nouvelle-Calédonie. On espère que le dicton jamais 203 ne se produira pas. C'est pas du bois, on ne peut pas toucher du bois. Merci en tout cas Clémence, merci. On se retrouve demain pour un autre numéro de BDLB. Merci à tous, excellente soirée et à demain.